les gestes, ce que je, dès ma plus petite enfance, j'avais comme un plaisir agaçant pour les autres à, à repérer, d'une certaine manière, à les noter, j'allais dire déjà, pas sûr que ça le soit déjà, mais ce besoin que très tôt j'ai eu et dont je ne me rendais pas compte, agaçant pour ceux qui m'entouraient, d'observer mon père repliant la lame de son couteau. C'était un couteau chromé avec une lame et un tire-bouchon. C'était le couteau Saint-Zano. Et je l'attendais, surtout au repas de midi, quand il venait déjeuner encore à la maison, c'est-à-dire quand il ne travaillait pas chez Renault. C'est la période où il était débardeur, porteur de bois, il débardait, mais à l'épaule, c'est-à-dire des paquets ficelés de lames de parquet, de liteaux pour les toits, de solives. Travaillait dans une entreprise de menuiserie. Il arrivait vers midi et quart. Quelquefois ma mère était sur les marchés, quelquefois elle était là. Moi, j'attendais avec une impatience faite de points de repère. Je voulais savoir si, comme hier, il commencerait par tel geste. Je les connaissais, je les savais à ma façon, un peu répertoriés. Je me les répétais ensuite, et je les répétais moi-même. Je les répétais avec une variante. Mon père arrivait, il tirait sa chaise, il prenait ses aises sur la chaise, il tirait bien sur le col de sa chemise, il l'ouvrait encore plus grand, puis il regardait autour de lui. Il me regardait moi. Ça va? Oui, ça va pas. À ce moment-là, c'était la main qui tout doucement descendait vers la poche de la veste. Et c'était toujours la poche droite, et donc la main droite. Il fouillait dans sa poche, mais il aurait pu ne pas fouiller, tomber dessus tout de suite, comme tout le temps il tombait avec ses doigts sur le couteau. Mais il remuait sa main dans sa poche. Et enfin, il se décidait à saisir le couteau. Il le sortait. Comme dans sa poche, il y avait de la poussière, des miettes, un peu de restant de tabac. Il soufflait sur l'ensemble du couteau. D'un côté, près de la lame, de l'autre côté, près du tire-bouchon. Et là, des deux mains, il le lissait. Entre ses doigts et le pouce de la main gauche et ses doigts et le pouce de la main droite. Et il faisait passer ses doigts dessus, dans un sens, et puis ses doigts de l'autre côté. Puis après, sur sa manche, il le faisait briller d'un côté et de l'autre. Et là, il ouvrait la lame. Il la sortait. Il la regardait. Il la passait dans sa paume. Un coup en avant, un coup en arrière. Il cherchait où était le pain. Il me disait, passe-moi le pain, fiston. Et le pain, je l'avais toujours mis de mon côté, pour qu'il n'ait pas lui-même à s'en servir, mais que je lui passe le pain. Je le lui tendais. Il le prenait avec sa main gauche. Il en mettait une partie sous son coude, contre la poitrine. Il ne coupait pas des tranches, je dirais droites. Il les coupait légèrement inclinées, ce qui fait qu'il faisait des grandes tranches beaucoup plus grandes que le pain l'était lui-même dans sa grosseur. Et il disait, on dirait des bateaux. Tu trouves pas qu'on dirait des bateaux? Et je trouvais qu'on dirait des bateaux. Ouais. Si le pain n'était pas entamé, en bon athée qu'il était, il faisait une croix dessus. S'il oubliait de faire la croix, moi je lui disais, t'as oublié. J'arrivais pas à dire la croix. T'as oublié. Et si moi
J'étais ou bien tourné pour aller chercher une assiette ou les verres ou sortir la bouteille de vin d'en bas le placard. C'était ma grand-mère qui disait « Alfred, je vous ai pas entendu faire la croix. » Elle disait « Je vous ai pas entendu puisque elle voyait pas clair. » Et si c'était ma mère, elle disait « Alfred, allons, tu vas pas couper du pain comme ça. » Alors ça aussi, c'était des gestes. Et ensuite, il mettait le couteau à sa droite. Il ramassait les miettes autour de son assiette. Il les faisait tomber de sa main gauche dans le creux de sa main droite. Il secouait sa main droite au-dessus de son assiette. Et quand ma mère allait lui apporter des pommes de terre, les haricots, il s'en servait comme d'une chapelure de ces miettes. Et puis il aimait bien les piquer aussi, en se mouillant à un doigt. C'était le médium, jamais l'index, jamais le pouce. Il se mouillait, mettait un peu de salive au bout, et puis il écrasait les miettes. D'abord, qui étaient près de lui, puis ensuite il écartait son champ, il venait jusque vers moi. Et quand je mangeais mon pain, quand je faisais tomber des miettes, je m'arrangeais à ce qu'il puisse les voir pour qu'il vienne les chercher. Qu'avec son bras, il me frôle aussi mon bras. Ma mère, elle ne laissait pas tomber de miettes. C'était au-dessus de son assiette qu'elle coupait son pain, au-dessus de son assiette qu'elle mastiquait. Ma grand-mère mangeait très peu de pain. Je répétais les gestes. Personne ne m'a jamais dit « tu copies ». J'ai gardé une sorte de besoin maniaque du rangement et du classement. D'une certaine manière, c'est ce qui m'a sauvé. J'ai été en grand danger, mais de grand danger même tout à fait personnel, j'allais dire intime. J'ai été sauvé par le rangement, par la halte qu'amène la réflexion du rangement, la pensée, pour ainsi dire, profonde du rangement. Même quand on est un type comme moi j'ai été, que je suis toujours, c'est-à-dire une sorte de pauvre dépossédé, puis qui a essayé de se réapproprier, en supposant qu'il le puisse et puis qu'il en ait le droit. Enfant, le rangement de mes affaires. J'étais pas l'enfant qui faisait le bordel. Je repliais tout. J'aimais que mon lit soit bien fait. J'en profitais pour faire bien le lit de mes parents. J'aimais bien que ça tombe, que ça descende. Le dessus de lit qui avait des franges, il était brillant. On aurait dit qu'il était comme soyeux. Et il descendait tout le long. Au pied, il repassait par-dessus la petite barre qu'il y avait. Il cachait, de cette façon-là, il cachait le matelas. C'était une idée à moi, ça. Je l'avais dit à ma mère. Au début, elle avait dit « Oh, on ne fait pas tomber le dessus de lit par-dessus la barre. » Puis j'avais dit « Oui, mais comme ça, on ne voit pas le sommier. » Et ça l'avait fait sourire. Elle avait découvert que le sommier, peut-être qu'il fallait le cacher. Mais elle le trouvait très bien quand il était visible. Elle disait même « J'ai un bon sommier », elle disait en tapant dessus, quand quelqu'un venait à la maison. « Oh, dis donc, Jeannette, t'as l'air d'avoir un bon lit. »« Ah, et j'ai un bon sommier. » Et je m'étais mis dans l'idée maintenant de lui cacher son sommier avec le dessus de lit. Mais, sans contestation, quand on rentrait, c'était plus joli de voir le dessus de lit qui descendait tout autour du lit, presque jusqu'au sol, que de voir d'un côté et de l'autre les franges, et au pied, cette espèce de rayure en coutil, gris et blanc. À mon avis, ça gâchait tout. J'avais comme ça aussi des idées qui gâchaient tout. Et je les ai encore. Je peux passer des heures, une journée. C'est un peu le moment de la macération du dessin. C'est comme ça que je les vois. Par moment, pas toujours. Mais c'est aussi une macération qui n'est pas gratuite, mais qui fait partie de la préparation, le passage de là à là. Dans la nuit, je pense et je projette de faire un très léger changement dans ma pièce, dans mon petit atelier. Dans mon grand atelier, j'y suis, mais c'est vraiment l'atelier. J'y vais, je fais un peu du sale, je bouge beaucoup dans le grand. J'y suis moins que dans le petit.
Mais dans le petit, la nécessité pour moi que les choses soient à leur place. Mais comme leur place n'est jamais définitive, je suis assez souvent en train de bouger, ne serait-ce que de quelques centimètres. Il me semble que toute la pièce change en ayant bougé, ne serait-ce qu'une pile de livres qui étaient là depuis très longtemps, dont je voyais les dos, dont je relevais la tête et pour lire les titres que je connaissais, que je connais bien, que je pourrais presque deviner, ne serait-ce qu'au toucher. Je les bouge. Voilà que tout à coup, je n'aurai plus les dos à voir, avec leur couleur, leur caractère, la mémoire que je trouve là-dedans. Maintenant, ce seront les tranches. Les tranches, alors comme les tranches c'est toujours blanc, j'ai réparti un peu. Il est possible qu'une heure après, je tire ma chaise, je mette ma feuille, je commence à travailler. Le démarrage aura passé par... Il y a des changements beaucoup plus radicaux. Décrocher un cadre et en remettre un autre à la place. Sortir un de mes dessins pour mettre le dessin d'un autre. Ou, à l'inverse, sortir le dessin d'un autre et mettre une gravure à Cécile. La moindre modification, c'est un peu comme le bout de bois sur la route. C'est un bout de bois qui se repérait parmi tous les autres bouts de bois qui étaient là. Comment faire quand on vit dans la campagne et que tout est changeant? D'abord, tout pousse. Presque tout est coupé. Très souvent, les champs ne sont pas cultivés de la même façon d'une année à l'autre. Le relief général va être le même, mais l'intimité dans la nature, elle va se maintenir et en même temps se métamorphoser. À ça, j'ai toujours été, toujours, pas sensible. J'ai toujours été celui qui note. Je retiens pendant un temps, ensuite apparemment ça a l'air de s'effacer. Souvent ça ressort dans un rêve. Et dans le rêve, je revois ce qui a bougé et que je n'avais peut-être pas vu exactement de cette façon-là au moment où c'était en mouvement.